Alors pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir et encore moins de toucher une météorite, je vous invite vraiment à aller à l'exposition qui vient de démarrer, parce que c'est vraiment une chance unique de faire ça, parce que ce sont des roches qui sont extrêmement rares et donc pas très faciles à rencontrer. Ce sont des roches qui sont marquées par leur traversée de l'atmosphère, qui est un événement extrêmement brûlant, extrêmement violent, voilà, qu'on va voir ici. Donc ici, ça se passe en Russie, c'était le 13 février 2013, et c'était le matin, et énormément de gens étaient dans leur voiture et étaient en train de filmer. C'est pour ça que vous allez voir, c'est une succession de vidéos prises par des gens qui avaient des caméras dans leur voiture. Alors vous voyez ce qui se passe, vous avez un bolide, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement brillant et extrêmement lumineux qui va traverser le ciel. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que la météorite arrive avec une vitesse faramineuse de l'ordre de 20-30 000 km à l'heure. Et à cette vitesse-là, elle va voir l'atmosphère pratiquement comme un mur. Donc vous imaginez, si vous roulez dans un mur à 200 km/h, ce que ça fait. À 200 000 km/h, vous imaginez la violence de cet événement. Et lors de cet événement, l'air qui entoure le bolide ne va pas avoir le temps de s'échapper. Il va être comprimé violemment, et en étant comprimé violemment, il va s'échauffer. En s'échauffant, il va s'ioniser, c'est-à-dire que les électrons vont être arrachés aux atomes, et ça va être un plasma, exactement comme la surface du Soleil, mais beaucoup plus chaud que le Soleil. C'est pour ça que vous avez ce phénomène lumineux extrêmement intense qui va se produire, et ce plasma va entourer l'objet qui avance. Donc c'est pour ça que vous voyez que tout est surexposé, les caméras sont surexposées, après elles essayent de rattraper, c'est pour ça que ça devient noir soudainement. Donc c'est ce phénomène du passage du bolide qui est extrêmement rapide. On a ici 2 photos qui ont été prises en pause, c'est probablement des pauses à peu près de 30 secondes par un astronome amateur, et vous voyez la photo qui se passe avant le passage du bolide, et pendant le passage du bolide, avec à peu près 30 secondes de pause, on a l'impression qu'on est en plein jour. En réalité, dans la vraie vie, je pense qu'on voyait vraiment le phénomène lumineux, mais ça ne donnait pas cette impression de luminosité. C'est vraiment parce que les pauses sont assez longues. Et si vous regardez bien, on voit ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, oui, vous voyez ma souris, on voit ici les étoiles qui brillent encore, parce que c'est effectivement la nuit. Donc voilà, un phénomène lumineux extrêmement intense qui accompagne la chute de ce bolide, et c'est ce phénomène lumineux qu'on va pouvoir détecté grâce à des caméras. Et puis le bolide lui-même, lui aussi il est comprimé, lui aussi il voit l'atmosphère comme un mur, et donc il va avoir tendance à s'écraser contre le mur et à se fragmenter. Et il va y avoir plusieurs fragmentations successives, et c'est ce qu'on voit sur cette photo ici. Il y a eu une fragmentation ici, il y en a une ici, et cette fragmentation, l'objet va exploser littéralement, et va libérer brutalement toute son énergie cinétique. Et cette énergie libérée, ça fait ce qu'on appelle un choc. Un choc, c'est un souffle qui va se propager, qui va arriver jusqu'au sol. Mais ce souffle, c'est comme un son, donc ça va relativement lentement comparé à la vitesse du bolide lui-même. C'est exactement comme vous voyez un éclair et vous entendez le tonnerre peut-être une minute après, évidemment, ça dépend de la distance. Et dans le cas de Chelyabinsk, ça s'est passé exactement comme ça. Et là, je vous montre une vidéo qui est prise à l'intérieur d'un bâtiment. Donc vous allez voir d'abord le phénomène lumineux, donc l'éclairement qui est lié au bolide. Après, ils ont coupé la vidéo quelques secondes, et je vous invite à regarder ce monsieur ici, quand le souffle va arriver. Vous voyez, il s'agit d'un souffle extrêmement violent. Les gens sont jetés par terre, littéralement, ceux qui étaient à côté des fenêtres. Donc, vous voyez cette succession des 2 événements qu'on va pouvoir tous les 2 détecter grâce à notre réseau. Et puis, ici, une autre vidéo que je montre toujours parce qu'elle est vraiment spectaculaire. Alors, ces gens-là sortent du boulot, ils étaient à l'intérieur, ils n'étaient pas à côté d'une fenêtre, ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé dehors, ils n'ont pas vu le phénomène, et l'onde de choc va arriver. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement frappant. Alors, lors de cette arrivée de Chelyabinsk, pour la première fois, il y a eu vraiment des gens blessés, un grand nombre de gens qui ont été blessés, mais ils n'ont pas été blessés par la météorite elle-même, ils ont vraiment été blessés par cette onde de choc. En fait, il y a eu à peu près 1000 blessés. C'est tous les gens qui avaient vu passer le bolide et qui regardaient encore la traînée de poussière qui marquait son passage et qui était devant leurs fenêtres. Et quand les fenêtres ont explosé, à peu près la moitié des fenêtres de la ville ont explosé, et bien ils ont pris les éclats de verre dans la figure. Il y a eu quand même aussi
une personne qui a été jetée par terre dans un escalier qui s'est cassé la colonne vertébrale. Et je sais qu'il y a eu un autre accident grave, je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais dans ce cas-là, dans cette vidéo-là, je me suis renseignée, non, il n'y a pas eu de blessés à cet endroit-là. Bon, la porte, elle est soufflée brutalement, et vous voyez que c'est quand même pas une porte extrêmement épaisse. Alors la moitié des fenêtres de la ville soufflées, j'aime beaucoup cette photo que j'ai prise sur Wikipédia, c'est le théâtre de Tcheliabinsk le lendemain de l'événement, et vous voyez la tête de la femme de ménage qui se dit « mais je vais commencer où à ramasser tout ça ?» Voilà, donc ça, c'est ça la réalité de cet événement. Alors dans le cas de Tcheliabinsk, il s'agissait d'un objet qui était somme toute pas extrêmement massif, hein. On estime que sa taille était à peu près 17 mètres de diamètre, 10 000 tonnes. Donc c'est finalement un objet relativement petit qui est tombé, et l'énergie qui est libérée, ça c'est une des seules courbes de cet exposé, peut-être même la seule, n'est finalement pas très intense au regard de ce qui peut se passer si un autre objet arrive. Ici on a en X la fréquence, hein, c'est une échelle logarithmique, c'est-à-dire qu'on va là on a une année, 100 ans, 10 000 ans, donc on va d'un facteur 100 en 100 ici, et pareil sur la hauteur, et là c'est l'énergie exprimée en mégatonnes de TNT. Et vous voyez que plus, heureusement pour nous d'ailleurs, plus l'intensité est grande, plus l'objet est gros, et moins ce type d'objets sont fréquents. Hein, ça tombe vraiment très bien. Pour mémoire, hein, pour référence, on a mis ici l'intensité de la bombe d'Hiroshima. Alors, il faut faire bien attention, hein, quand on parle de l'explosion de la bombe d'Hiroshima, ce qui était vraiment dangereux, c'est toute la radioactivité associée. C'est pas, enfin, l'explosion elle-même a créé des dégâts, mais beaucoup moins. Mais pour info, comme ça, l'intensité donc, de l'explosion liée au bolide de Tcheliabinsk, c'est 10 fois celle de la bombe d'Hiroshima. Et ça, c'est pour un bolide qui fait donc à peu près 17 mètres de diamètre. Et évidemment, comme l'énergie libérée elle est proportionnelle à la masse de l'objet, donc à son volume, et que le volume il augmente par rapport à la taille en puissance cube, hein, c'est-à-dire que si vous multipliez la taille de l'objet par 2, pratiquement, vous multipliez par 10 sa masse, et donc l'intensité de l'énergie qui va être libérée. Et donc là, par exemple, on a ici la météorite qui a engendré le météore cratère aux États-Unis, dont on estime la taille à peu près à 40-50 mètres, et vous avez à peu près un facteur 10 d'intensité entre celle-ci et Tcheliabinsk. Et puis après, il y a celle dont tout le monde a entendu parler, hein, celle qui est arrivée il y a 66 millions d'années au moment de la disparition des dinosaures et du passage de l'ère secondaire à l'ère tertiaire. Cette météorite était beaucoup plus grosse, hein, elle était plurikilométrique, et ce genre d'événement, typiquement, ça se produit tous les 100 millions d'années. Heureusement pour nous, parce que bien entendu, ça déclenche des catastrophes à l'échelle de la planète. Si on revient très rapidement sur celle de la Tunguska, en fait, donc, qui s'est produite aussi en Russie, plus précisément en Sibérie, en 1908. C'était un événement beaucoup plus intense, hein, donc, que celui de Tcheliabinsk. Et on a pu aller sur cet endroit-là qu'à peu près 21 ans exactement plus tard. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? À partir d'un épicentre, tous les arbres sont couchés par terre, en rond, comme à la suite d'une explosion. Ici, une carte qui est prise aussi sur Wikipédia, que je trouve vraiment intéressante, qui montre les zones qui ont été atteintes par ce phénomène. Donc en rouge, au centre, on a 20 km. Sur 20 km, la forêt a été détruite. Sur 100 km, il y a des dégâts vraiment importants. Et en bleu, c'est le dégradé de toute la distance jusqu'à laquelle on a entendu l'événement, où on a été sensible à l'onde de choc. Donc vous voyez, ça s'étend sur à peu près 1500 km à la ronde. Et pourquoi j'aime beaucoup cette image? C'est parce qu'on voit très bien dessus que ça s'est produit le matin, c'était vers 7h30 le matin, je crois. Si ça s'était produit, si la météorite, l'objet était arrivé à peu près 3 heures plus tard, bah, la Terre aurait tourné. Évidemment, l'astéroïde, on peut même dire, serait arrivé dans la même direction. Et ce qui aurait été sous l'épicentre, ça aurait été la ville de Saint-Pétersbourg 3 heures plus tard. Et donc là, ça aurait vraiment déclenché une catastrophe vraiment extrêmement importante. Alors, au cours des temps géologiques, il y a eu un certain nombre de chutes comme ça, de taille extrêmement importante. J'ai parlé tout à l'heure de celle de la limite entre l'ère secondaire et l'ère tertiaire. Ce genre d'impact se produit à terme régulier. Et quand l'objet est vraiment massif et qu'il ne se fragmente pas dans l'atmosphère comme l'a fait la météorite de Tcheliabinsk, il va atteindre le sol entier. Et à ce moment-là, comme il ne peut pas aller plus loin, il va libérer toute son énergie brutalement et il va souffler une cavité dans la Terre. Donc c'est ça un cratère d'impact. Ce n'est pas le trou fait par la météorite, c'est vraiment le trou fait par l'énergie qu'elle apporte qui est liée à son immense vitesse.
Et typiquement là-dessus, donc la météorite faisait à peu près une 50aine de mètres. Le diamètre du météore-cratère, c'est à peu près 1,2 km, donc ça correspond à peu près à la petite zone ici qui est au centre. Donc ce genre de cratère, ce genre de phénomène de choc qu'on appelle les impacts, ils se sont produits tout au long de l'histoire du système solaire. Ils ont en fait contribué à sa construction. Ça, c'est une vue d'un artiste qui est en même temps astronome, qui est avant tout d'ailleurs astronome, mais qui est aussi artiste, qui lui permet vraiment de mettre en image des choses des concepts qu'il comprend parce qu'il est physicien. Et donc ça, c'est une vision de comment s'est passée la construction du système solaire et une vue aussi par le même artiste du dernier impact dont on considère à partir duquel la Terre a été formée, qui ce serait le moment qui aurait engendré la Lune. Alors vous savez que la Terre, elle a une atmosphère, elle est marquée par la tectonique des plaques et l'érosion, donc la surface de la Terre est constamment renouvelée, mais sur un corps comme la Lune, comme notre Lune, qui elle n'a ni atmosphère, ni ce phénomène de tectonique des plaques et de renouvellement de la surface de la planète est complètement couverte par des cratères qui montrent cette histoire d'impact qui a duré sur toute la vie de notre satellite. Et à l'occasion de la formation de ces impacts, il peut y avoir des bouts de la Lune qui partent et qui vont arriver sur Terre pour engendrer des météorites lunaires. Voilà, donc c'était une petite introduction. Beaucoup d'entre vous vont voir ça dans d'autres conférences qui se sont déjà passées ou qui vont venir à la suite, mais c'était important pour essayer de cadrer à quoi vont servir ces programmes Fripon et Vigiciel. Et voilà le type de questions auxquelles on va essayer de répondre. D'abord, est-ce qu'on peut se prémunir des risques qui sont associés aux chutes de météorites et quels sont vraiment ces risques ? On a une petite idée, puisqu'on a une idée de la fréquence des objets en fonction de leur taille, mais c'est finalement pas quelque chose qui est très bien connu, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Quelles sont les quantités de météorites qui tombent sur Terre chaque année ? En fait, on le sait pas si bien que ça. D'où viennent-elles ? Là aussi, on a vraiment une bonne idée, mais dans le détail, on ne connaît pas si bien les mécanismes qui nous livrent les météorites. Et puis, bien sûr, pour moi qui suis météoritologue, ce qui m'intéresse en premier lieu, est-ce qu'on peut les retrouver au sol ? Et qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur la nature et sur la genèse du système solaire ? Donc les deux programmes dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le programme Fripon, dont l'objectif est d'observer les chutes de météorites pour reconstituer leurs orbites et leurs trajectoires. Leurs orbites, c'est l'endroit d'où elles viennent. En gros, leur trajectoire, c'est où est-ce qu'elles vont atterrir sur Terre. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Et la partie vigicielle consiste à impliquer le public dans la recherche des météorites sur le terrain, mais aussi sur tous les aspects qui vont effectivement du météorocratère que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, un petit état des lieux. En France, on a retrouvé pour le moment 77 météorites, pour la plupart dont la chute a été observée. D'ailleurs, elles ne sont pas réparties de manière uniforme ici. Sur cette carte, on voit qu'il y a des endroits où il n'y a pratiquement pas de météorites. Ce n'est pas parce qu'il n'en tombe pas, c'est parce qu'il n'y a personne pour les voir tomber ou pour aller les chercher. Et ça se voit encore beaucoup mieux sur cette carte, sur ces deux cartes, où j'ai séparé les chutes observées, donc là des objets qu'on a vus tomber, comme celle de Tcheliabinsk et qu'on a ramassés après coup, au XIXe siècle et au XXe siècle. Et vous voyez, cette différence est absolument renversante. Au XIXe siècle, on a vu tomber 45 météorites, et au XXe siècle, 9 météorites. Alors, pourquoi assez peu vous voyez, ça fait une proportion très importante des météorites françaises, puisque ça en fait 54, et que je vous dis, il y en a 77 en France. Pourquoi pas avant le 19e siècle ? C'est qu'avant le 19e siècle, on ne savait pas ce qu'étaient les météorites, donc les gens n'allaient pas forcément les chercher, ne les observaient pas aussi bien, et des objets n'étaient pas conservés. Donc, tandis qu'à partir de 1803, quand on a connu l'origine extraterrestre de ces objets, on a commencé à les ramasser, c'est là qu'ils ont commencé à rentrer dans nos collections. Au XXe siècle, qu'est-ce qui se passe ? Les gens sont juste moins dehors, ils ne voient pas tomber les objets. Quand il y a un nouvel objet dans leur jardin le lendemain matin, il y a assez peu de gens, les populations sont beaucoup moins rurales qu'avant, donc on ne les voit plus. Une chose sur laquelle je voudrais bien insister, c'est que toutes ces météorites ont été trouvées par des gens, par le public en fait. Et en particulier au XIXe siècle, où on avait une grande foi dans le progrès et dans la science, automatiquement, ces objets remontaient
ou presque automatiquement, remontaient jusqu'au muséum, parce que les gens les confiaient au curé, à l'instituteur, aux médecins, aux gens qui avaient une petite culture scientifique, et les informations diffusaient très vite et elles arrivaient automatiquement au muséum. À l'heure actuelle, déjà, il y a moins de gens dehors, et puis aussi, je pense qu'ils ont moins tendance à penser que, ça leur paraît probablement plus anecdotique, ils trouvent l'information sur Internet de quoi il peut s'agir, et ça ne remonte pas forcément jusqu'à nous. Donc, un des objectifs du programme Vigiciel, c'est d'essayer de renouer ces liens avec le public. Mais c'est aussi, comme les gens sont beaucoup moins dehors, l'idée de faire remplacer les observateurs, les gens qui voient tomber les objets, par des caméras. Donc là, on voit ici une photo faite par un journaliste de la chute de la météorite de Peekskill. Et l'idée, donc, c'est que des caméras vont observer cette traversée lumineuse de l'objet. Voilà, donc pourquoi voulons-nous étudier les météorites? Je vais commencer par ça, parce que je vais vraiment en parler très très peu. Simplement, vous vous rendez bien compte que si on veut que le public ramasse les objets et on veut qu'ils atterrissent finalement dans les musées et qu'ils soient accessibles à la fois pour le public et pour les scientifiques qui vont les étudier, c'est qu'il faut comprendre l'intérêt de ces objets. Alors déjà, première chose, c'est que ce sont des sondes de l'espace. Vous avez ici une représentation du système solaire avec le Soleil au centre, tout le cortège de planètes. Au passage, bien sûr, les distances étant respectées, les échelles de taille des corps ne sont absolument pas représentées. C'est toujours le problème qu'on a quand on fait une représentation du système solaire. Et donc vous avez l'orbite de Mercure, de Vénus, la Terre avec la Lune, Mars et Jupiter. Et entre les deux, il y a des petits corps qui gravitent qu'on appelle les astéroïdes. Et puis, très loin, il y a aussi d'autres petits corps dont certains peuvent éventuellement plonger vers l'intérieur du système solaire. C'est le cas en particulier de la comète Churyumov-Gerasimenko dont tout le monde a entendu parler, la fameuse comète Chury, qui peuvent venir vers l'intérieur du système solaire. Beaucoup de météorites vont venir essentiellement de ces petits corps, mais on a aussi quelques fragments de planètes, de la Lune en particulier, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc vous voyez toute cette variété de corps. Si je vous demande maintenant, sur combien de ces corps sommes-nous allés? Alors, avec les sondes, d'abord, on a envoyé des sondes, où ça? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? La petite dame, là. Maxence? Je les connais, alors évidemment, je peux les torturer, c'est mes collègues. Combien? Alors, là, tu parles des corps sur lesquels on a posé des sondes, mais en fait, on a visité pratiquement tous ces corps. On a eu des objets qui ont survolé, des vaisseaux qui ont survolé à peu près tous ces corps. Enfin, pas tous les astéroïdes, mais quelques astéroïdes, quelques comètes, voilà. Mais effectivement, les corps sur lesquels on s'est posé, déjà, il y en a beaucoup moins. Il y en a 7, donc c'est pas beaucoup. Et je compte la Terre en plus. Donc la Terre, la Lune, Vénus, Mars, un astéroïde, un satellite de planète géante et une comète. Donc ça fait 7 corps sur lesquels on a posé nos pieds ou nos laboratoires ambulants, nos robots à l'heure actuelle. C'est pas beaucoup. Et de combien avons-nous rapporté effectivement des échantillons? Toujours Maxence, puisqu'il a l'air d'être le bon élève. Ouais. Ouais. Voilà, exactement. Nous avons des échantillons de la Terre, évidemment, en quantité illimitée. De la Lune, on a rapporté 380 kg d'échantillons lunaires. On a rapporté des échantillons d'un astéroïde, et alors là, on est tombé à quelques milligrammes, c'est quand même pas beaucoup. Et on a rapporté, la mission Stardust a rapporté quelques poussières d'une comète, quelques microgrammes. Donc d'ailleurs, au passage, quand on vous parle d'exploiter des astéroïdes, vous voyez qu'on n'y est pas encore. Je ne dis pas que technologiquement, ça ne sera pas possible dans quelques années. Évidemment, les progrès sont très rapides et nous surprennent nous-mêmes. Mais pour le moment, on n'en est pas du tout encore là. Donc pour le moment, nous n'avons accès à des corps que de 4 objets du système solaire. Avec les météorites, c'est 10 tonnes de météorites, donc de roches, qui tombent sur Terre chaque année. Et quand je parle de tonnes, je parle de tonnes de roches qui sont cohérentes, parce qu'il y a beaucoup plus de matériel qui arrive sous forme de poussière, et là, c'est des milliers de tonnes qui vont tomber sur Terre chaque année. Là, je parle que des objets. Donc vous voyez cette richesse d'objets qui viennent pour la plupart des petits corps du système solaire, mais on a aussi des fragments de la Lune et aussi quelques fragments de Mars.
Voilà. Donc, en d'autres termes, on a ici Osiris-Rex, c'est le symbole d'une mission qui a été lancée par les Américains, qui est en route vers un astéroïde et qui va rapporter quelques échantillons. Là, on espère plusieurs centaines de grammes d'échantillons d'un astéroïde. Et bien, Fripon, associé à Vigiciel, le fait d'aller cueillir les météorites, c'est vraiment la sonde de l'espace du pauvre, c'est-à-dire c'est nous rapporter des échantillons d'autres planètes. Évidemment, et c'est là un des enjeux de Fripon, c'est beaucoup plus intéressant si on sait de quel objet ça vient, donc pouvoir lier ces météorites qu'on retrouve au sol avec les objets dont elles proviennent, ce qui évidemment se fait tout naturellement avec les missions spatiales. Voilà. Donc les météorites, ce sont des sondes de l'espace, ce sont aussi des sondes du temps qui vont nous permettre de remonter à l'histoire du système solaire. Moi, j'ai grandi avec cette image qui est la représentation du disque protoplanétaire qui était en train de se former, dans lequel il y avait ces collisions, ces impacts, les planètes en train de grossir. C'est toujours le même astronome qui représente donc le disque protoplanétaire il y a 4,5 milliards d'années. Pendant très longtemps, c'est la seule image que nous avions de ça, une image qui était peinte, qui est une vue d'artiste. Depuis quelques années maintenant, on a des images de télescopes qui sont faites en interférométrie qui nous permettent d'aller sonder les disques protoplanétaires autour d'étoiles. Mais néanmoins, vous voyez, le détail dans lequel on rentre, là, c'est la taille d'un pixel, c'est des milliers de kilomètres. On est très loin d'avoir beaucoup de détails, mais c'est clairement, petit à petit, on va pouvoir aller voir plus profondément dans ces disques. En attendant, certaines météorites nous amènent vraiment des échantillons de ce disque protoplanétaire qui n'ont pratiquement pas évolué depuis et dans lesquels on va trouver des structures qui vont nous renseigner sur les événements qui se déroulaient dans ce disque. En particulier, c'est le cas des chondrites ici, que vous pourrez voir à l'exposition. Et puis dans certaines de ces chondrites, on trouve même des grains qui préexistaient dans ce disque de gaz et de poussière autour de l'étoile qui venait de se former et qui avaient été formés autour d'étoiles plus anciennes. Donc ils vont vraiment nous permettre de remonter l'histoire du système solaire. Donc l'intérêt de récupérer ces météorites et de les récupérer rapidement avant qu'elles se soient altérées, on en parlera un petit peu après, c'est vraiment de garder ces échantillons qui datent de la formation du système solaire et d'avoir accès à toutes les infos qu'ils renforment. Et puis, je mentionne ça vraiment très brièvement, on a des fragments de la Lune, on a des fragments de Mars. Nous n'avons pour le moment aucun échantillon de la planète Mars. Nous avons un rover qui est en train d'étudier sa surface. Nous avons ici, depuis quelques années, un échantillon qui est issu de la surface de la planète Mars et qui ressemble vraiment aux roches qui sont vues par les rovers et qui nous raconte vraiment l'histoire géologique de cette planète. Alors cette météorite, elle s'appelle NWA 7533, je vous le dis, c'est pas pour que vous reteniez le nom, mais la masse principale de cet échantillon, donc un très beau caillou, à mon sens un extrêmement beau caillou, qui fait à peu près 5 cm de taille, est présenté dans le cadre de l'exposition. Voilà, donc vous voyez tout le potentiel et tout l'intérêt qu'il y a à récupérer ces objets, à pouvoir les étudier. Tout ça, c'est des choses qui vont vous avoir été ou présentées déjà ou qui vont vous être présentées beaucoup plus en détail dans les autres conférences. Moi, je vais plus me concentrer donc sur le lien entre ces météorites et les objets dont elles proviennent, qu'on essaye de reconstituer avec Fripon, et puis sur la chasse de la recherche de ces objets sur le terrain en France. Bon, alors d'abord, de quel corps elles proviennent? Alors, je vous ai montré tout à l'heure une vue, un peu en 3D du système solaire. Ça, c'est une autre représentation du système solaire. Vous voyez ici le Soleil, la Terre qui décrit une ellipse. Alors, cette ellipse, très souvent, on exagère, c'est-à-dire qu'on la fait très allongée. En réalité, c'est presque un cercle. L'autre foyer, j'ai perdu ma souris, voilà. L'autre foyer est très proche, en fait, ici. Donc, vous voyez la Terre qui tourne sur son orbite, et puis vous voyez des petits corps qui ont tendance, en principe, qui sont confinés, je vous l'ai dit tout à l'heure, les astéroïdes dans la ceinture principale, qui gravitent entre la planète Mars et la planète Jupiter, et puis parfois, certains astéroïdes, pour des raisons qu'on va discuter très rapidement tout à l'heure, vont rentrer à l'intérieur du système solaire, et vous voyez que leur trajectoire peut croiser celle de la Terre, et c'est à ce moment-là qu'on va avoir une chute de météorites, ou en tout cas, la formation d'un bolide, d'un objet qui va traverser l'atmosphère de la Terre. Et puis ici, on a des trajectoires qui sont beaucoup plus excentrées, qui vont beaucoup plus loin à l'extérieur du système solaire. C'est des trajectoires de comètes. Et quand la comète se rapproche du Soleil, elle va avoir tendance à s'échauffer. Les glaces qu'elle contient vont avoir tendance à se sublimer, c'est-à-dire à se transformer en vapeur. Passer directement de la phase solide à la phase vapeur, et elles vont libérer les petites poussières qui sont contenues dans ces comètes. Et la Terre, en croisant
ce nuage de petites poussières va recevoir plein de ces petites poussières qui vont arriver à des moments bien déterminés dans l'année, à chaque fois qu'on traverse la trajectoire d'une comète, et c'est ça qui correspond aux pluies d'étoiles filantes. Donc la différence entre une étoile filante et puis une météorite, la météorite c'est la roche qu'on va retrouver au sol et qui généralement fait un phénomène lumineux extrêmement intense lors de sa traversée de l'atmosphère. Les étoiles filantes correspondent à des fragments généralement de comètes, pas uniquement, mais à des fragments de comètes et qui vont arriver à des périodes régulières et la plupart du temps, enfin à notre connaissance, ces poussières sont quasiment consumées avant d'atteindre la Terre et si elles atteignent la Terre, c'est sous forme de micrométéorites. Le dernier exposé d'ailleurs de ce cycle de conférences par Cécile Engrand va vous parler de ces poussières, de ces micrométéorites, dans lesquelles on pense trouver effectivement des fragments de comètes. Sinon, des fragments de comètes, à notre connaissance, on ne pense pas en avoir à l'heure actuelle dans nos échantillons sur la Terre. Alors, d'où viennent donc les météorites ? Je vous ai dit que certaines avaient tendance à plonger à l'intérieur du système solaire. On a ici un diagramme qui montre le système solaire vu en coupe en fonction de la distance. Donc on a ici le Soleil. Ici, les distances sont représentées une unité astronomique. Alors en unité astronomique, c'est facile à retenir. Une unité astronomique, c'est la distance de la Terre au Soleil. Donc là, on a les distances qui sont à l'échelle. Donc vous voyez, on a la position de la Terre, la position de Mars, la position de Jupiter, et puis chaque point correspond à un de ces petits astéroïdes. Et ils sont représentés en fonction de leur position en distance au Soleil. Et puis ici, on a l'inclinaison de l'orbite, donc ce qui définit la trajectoire de l'objet. Et donc, quand deux objets se retrouvent au même endroit, c'est-à-dire la même distance au Soleil, la même inclinaison d'orbite, on peut penser qu'ils ont des paramètres communs et qui proviennent d'un même objet. Ou qu'ils appartiennent à une même famille dynamique, on va dire. Donc c'est un groupe d'objets dont on pense que certains sont les résultats de la fragmentation d'un plus gros astéroïde plus ancien. Alors si vous regardez ce diagramme, vous voyez qu'il y a des endroits où il y a des gaps, où il y a des lacunes, ce qu'on appelle les lacunes de Kirkwood qui sont marquées ici. Il y a des endroits qui sont des zones en fait interdites. Elles sont interdites parce que les objets qui tournent là vont avoir des périodes qui vont se retrouver à passer régulièrement à côté de Jupiter au moment où Jupiter est là. Et qu'est-ce que ça fait ? C'est comme quand vous avez une balançoire. Quand la personne revient vers vous, vous la poussez à chaque fois, vous lui donnez une impulsion, elle va aller de plus en plus vite. Et de la même manière, les objets qui se trouvent qui rentrent dans ces régions-là à la suite de collisions, à la suite d'autres phénomènes, ils vont avoir tendance à être poussés par Jupiter et à être soit accélérés, soit ralentis. Et suivant ce cas-là, ils vont être éjectés vers l'intérieur du système solaire ou éjectés vers l'extérieur du système solaire. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir des corps qui vont rentrer vers l'intérieur du système solaire et éventuellement rencontrer la Terre. Donc il y a le passage de Jupiter, donc la résonance avec Jupiter. Il y a aussi un autre effet qui a été découvert il y a quelques années, qui est lié au chauffage par le Soleil, ce qu'on appelle l'effet Yarkovsky. Vous avez une planète un astéroïde qui est en train de tourner sur lui-même et qui est chauffé en même temps par le Soleil, et qui va réémettre des photons qui vont aller plus vite d'un côté que de l'autre. Et ça va exercer une poussée sur l'objet, et ça va avoir tendance à le dévier soit vers l'intérieur du système, vers le Soleil, suivant son sens de rotation, donc soit vers l'intérieur du système, soit vers l'extérieur. Et ça aussi, ça va les faire rentrer dans les lacunes de Kirkwood, dériver petit à petit dans ces endroits interdits, et à ce moment-là, ils peuvent être projetés vers l'intérieur du système solaire, et éventuellement donc rencontrer la Terre. Donc on connaît bien ces mécanismes. Donc c'est bien la dynamique. Mais après, faire le lien vraiment entre un objet précis ou une famille précise d'objets et une météorite, ça c'est beaucoup plus difficile. D'où l'intérêt d'observer les objets, de reconstituer leur trajectoire dans l'atmosphère grâce à des caméras et d'essayer de reconstituer leurs orbites. Pour le moment, on a fait ça sur une vingtaine d'objets. Ce diagramme-là, je l'ai fait il y a un petit moment, donc il y en a quelques-uns en plus. Il y a à peu près une vingtaine d'objets dont on a pu reconstituer la trajectoire parce qu'on les avait filmés, certaines par des réseaux de caméras précurseurs du réseau Fripon, certaines parce qu'il y avait juste des caméras qui se trouvaient là, par exemple la météorite de Chelyabinsk. Là, on a eu tellement de films, il n'y a pas un réseau de caméras installé spécialement pour la filmer, mais on a énormément de films, on a pu reconstituer sa trajectoire. Et à l'heure actuelle, tous ces objets
qui sont tombés, eh ben on voit qu'ils passent pratiquement par la ceinture d'astéroïdes. Donc la plupart des météorites qui tombent, en tout cas toutes celles, c'est une petite statistique, hein, là c'est sur une vingtaine, mais toutes celles qu'on observe pratiquement ont l'air de venir effectivement de la ceinture d'astéroïdes. Donc revenons maintenant sur l'idée du réseau de caméras qui va surveiller les objets et qui va essayer de reconstituer leur trajectoire. Alors, ici, donc, on a un diagramme qui vous montre pendant combien de temps l'objet est visible. En fait, ici, on a la haute atmosphère, ici, on a le sol. L'objet va être visible le bolide va être visible à peu près entre 100 km d'altitude et 20 km d'altitude. Parce qu'en dessous, au-delà de 100 km, quand il est plus haut que 100 km, l'atmosphère est très très peu dense, et donc ça ne va pas être suffisant l'air ne va pas être suffisamment échauffé pour que le phénomène lumineux se produise. Et puis, l'objet va se propager, il est quand même ralenti par l'atmosphère et attiré par la Terre, et il va décélérer petit à petit, et quand il arrive à peu près à 20 km d'altitude, il est tellement ralenti que le phénomène lumineux s'éteint lui aussi. Donc nous pouvons voir avec nos caméras cette portion-là de la trajectoire, entre 20 km et entre 100 km d'altitude et 20 km d'altitude. Donc l'idée, c'est d'avoir plusieurs caméras qui vont observer cette trajectoire simultanément, et grâce à ces caméras, on va essayer de reconstituer la trajectoire de l'objet, son orbite, donc en remontant, en extrapolant vers l'extérieur pour voir de quel objet, ou plus précisément de quelle famille d'objets il provient, et puis ce qu'on appelle sa trajectoire, c'est-à-dire sa chute vers le sol. Alors si tout se passait bien, qu'il tombait, normalement il devrait finir sa trajectoire verticalement et tomber vraiment à l'aplomb du dernier point, ou du point auquel il s'est éteint, mais il y a des vents, les vents peuvent être extrêmement importants, évidemment leur effet va dépendre de la taille, donc de la masse et de la forme de l'objet, mais ces vents peuvent être tellement importants qu'ils peuvent pousser les roches qui vont tomber et les répartir, mais surtout les pousser, les dévier jusqu'à 10 km. Ça dépend vraiment de la masse des objets, ça. Donc quand on va calculer cette trajectoire pour essayer de savoir où est le point d'impact, il va falloir prendre en compte ces vents. Donc on travaille avec Météo France pour avoir les vents au moment de la chute pour essayer de reconstituer où est l'objet, parce que sinon, autant dire, ça dépend évidemment du nombre d'objets qui sont tombés. À Chelyabinsk, il y a eu des centaines de milliers de fragments, donc là, de toute façon, les gens les ont trouvés. Mais s'il s'agit de quelques objets, c'est clair que si vous allez le chercher à 10 km de l'endroit où il est tombé, vous avez assez peu de chances de le voir. Donc il y a l'effet du vent, il y a aussi l'effet de la fragmentation elle-même. Les objets vont continuer à se propager, et ils vont tomber à des endroits différents en fonction de leur masse. Les plus petits sont plus ralentis, vont avoir tendance à tomber plutôt vers l'arrière de la trajectoire. Et donc les objets vont se répartir naturellement, typiquement une orbite, il y en a une qui est reconstituée dans l'exposition, typiquement ça se répartit sur une quarantaine de kilomètres. Ici, on a la météorite de Tafasasset qui a été trouvée par quelqu'un qui est sculpteur et qui s'intéresse à tous les artefacts, à la fois archéologiques et puis aussi aux météorites, et qui a ramassé tous ces objets, qui nous les a confiés au muséum. Et là, dans le cadre d'une expo, il les avait tous rassemblés, et évidemment, elles sont réparties comme elles étaient tombées à peu près, sauf que là, vous avez 5 mètres à peu près, alors que dans la réalité, c'était réparti sur une trentaine de kilomètres. Dans le cas de la météorite de Tcheliabinsk, les objets se sont répartis. Vous avez chaque point rouge correspond à un objet. Ils se sont répartis sur à peu près 30-40 km. Il y a un très gros objet qui est tombé dans le lac Tcherbakoul, qu'ils ont retrouvé, que les Russes ont retrouvé à peu près 9 mois après, autant que je me souvienne, qui faisait à peu près 500 kg. Et puis là, vous avez tous les objets de taille à peu près kilométrique. Et puis à l'arrière, vous avez une multitude d'objets qui sont millimétriques, centimétriques, qui sont vraiment très petits. Voilà. Et donc si on regarde ça de plus près, on voit ces objets qui sont répartis un petit peu partout, avec les points les plus gros qui correspondent à des objets à peu près de la taille du kilo. Il n'y en a pas eu tant que ça en fait. Un de ces objets qui a été trouvé après le dégel, parce qu'il y avait de la neige, que vous voyez ici après la fonte de la neige, les herbes sont toutes jaunes, c'est cette météorite qui fait 980 grammes, je crois, enfin proche du kilo, a été acquise par la municipalité de Nantes et elle est visible au planétarium de Nantes.
Alors vous voyez que les herbes sont abîmées, que la météorite, elle n'est pas aussi noire que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. En réalité, le problème, c'est que quand les objets vont séjourner au sol, ils vont s'altérer. Et s'ils restent, en particulier parce qu'ils contiennent du métal, et que ce métal va avoir tendance à rouiller. Et si l'objet reste très longtemps au sol, c'est ce qui s'est passé avec celle-ci, on reconnaît à peine que c'est une météorite. En fait, on le reconnaît parce qu'on le sait, qu'il y a certains indices, mais vous voyez, vous avez vraiment là quasiment un tas de rouille qui est à la fois difficile à reconnaître et qui aussi va comprendre plein de minéraux nouveaux qui se sont formés, comme la rouille, comme des veines de calcaire qui vont s'être formées parce que les eaux vont circuler entre les joints de grains et tout ça. Étudier ce type d'objet, c'est beaucoup plus difficile puisqu'il faut voir au travers de cette altération qui s'est faite sur Terre et qui peut être vraiment extrêmement importante. Donc un des intérêts d'aller chercher les objets, d'observer leur chute et d'aller les chercher, de reconstituer leur trajectoire et d'aller les chercher, c'est d'éviter qu'ils évoluent comme ça, c'est d'aller les ramasser le plus tôt possible avant la chute, autant que possible avant qu'il ait plu. Bon, c'est pas toujours si facile que ça, mais l'idée c'est que vraiment plus un objet est ramassé tôt, plus sa valeur scientifique est importante. Donc le réseau Fripon, il est venu de toutes ces constatations, donc l'idée que les gens n'étaient plus dehors, on pouvait remplacer les observateurs par des réseaux de caméras. Il y a aussi le fait que les technologies ont évolué, c'est-à-dire dans le temps, les réseaux de caméras qui ont existé, qui ont ramassé ces météorites dont je vous ai montré les trajectoires tout à l'heure, ces réseaux de caméras devaient s'appuyer sur des caméras qui n'étaient pas des caméras vidéo. Donc c'était des appareils photo, d'énormes appareils photo qui étaient en pause, on voyait les étoiles qui se déplaçaient, et puis on photographiait ce qui tombait. C'était une technologie qui coûtait extrêmement cher, et c'était assez difficile. Maintenant, une caméra vidéo, ça ne coûte pas très très cher, ça nous permet de multiplier ces objets et d'avoir donc une vision extrêmement rapprochée, un maillage très serré. Pour mémoire, voilà l'état des lieux des caméras grand champ qui surveillaient le ciel au moment où on a déposé notre projet Fripon auprès de l'Agence nationale pour la recherche. Donc vous voyez ici, chaque point, alors les couleurs correspondent aux différents pays et chaque point correspond à une caméra destinée à surveiller le ciel. Donc il y avait un réseau assez intéressant en Europe de l'Est. Il y avait un réseau, il y a toujours d'ailleurs dans le nord de l'Espagne, et en France il y avait 2 caméras. C'était en fait les caméras de test installé par mon collègue au moment où on a fait cette demande de financement. Donc il n'y avait vraiment rien en France. Donc à l'heure actuelle, le réseau est pratiquement totalement installé. Voilà l'état des lieux, voilà les endroits où sont réparties nos caméras. Vous voyez qu'il y a encore quelques zones qui restent encore à compléter. Le réseau n'est pas totalement en place, mais ça se met en place lentement et sûrement. La caméra, on l'a conçue nous-mêmes. Enfin, c'est pas moi, moi je suis spécialiste des météorites, mais on a des collègues qui sont spécialistes, qui sont astronomes spécialistes, donc qui ont fait le choix de cette caméra vidéo. Et on a fait réaliser un boîtier étanche qui permet à la caméra d'être protégée. Alors, c'est des caméras digitales. Un poste, typiquement, ça nous revient à peu près à 1 500 € entre la caméra et l'ordinateur qui pilote la caméra. Et toutes les données vont être centralisées sur des ordinateurs qui sont pour le moment à Orsay et qui, à terme, vont être à Marseille. Donc les caméras, elles ont fleuri un petit peu partout. Je vous l'ai montré. Je ne sais pas pourquoi j'ai remis cette photo ici. Ah si, voilà. Donc ce bolide du 6 août dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui avait montré, qui avait éclairé le ciel, qui avait été photographié par un amateur, qui est photographié ici par un autre amateur. Nous l'avons aussi observé avec nos caméras. Donc là, vous avez une série de petits montages vidéo. Vous voyez le bolide qui se déplace ici. Donc c'est 6 vidéos les unes derrière les autres. Vous voyez l'objet qui se déplace ici. Donc vous voyez, il y a, pour autant que je me souvienne, 5 ou 6 caméras qui ont photographié ce bolide, ce qui nous a permis de reconstituer donc sa trajectoire. Voilà, donc les photos en pose de ces différentes caméras et la trajectoire que nous avons pu reconstituer. Il n'y a pas que nous qui nous intéressons à ça. Sur le site de Réforme, qui est un réseau d'observation amateur qui regarde aussi le ciel, il y a des récoltes de témoignages qui sont rapportés sur le site de l'Internal Meteor Organization. Et vous voyez ici tous les témoignages de gens qui ont vu ce bolide.
Et un des objets du réseau, enfin du programme Vigiciel, ça va être d'inviter les gens à témoigner pour compléter ces observations que nous faisons nous. Ce bolide a également été vu en radio, parce que nous avons aussi des détecteurs radio. Alors je voudrais revenir un petit peu là-dessus. C'est vraiment une des spécificités du programme Fripon, le fait d'avoir développé cette technologie. Donc en fait, pourquoi ? C'est assez amusant parce que Jules Verne l'avait annoncé dans La chasse aux météores. Vous voyez, vous avez ici quelqu'un qui capte les ondes radio qui sont émises par la tête du météore. En fait, ce qui est vraiment intéressant, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, mais on a vraiment besoin de savoir quelle est la vitesse de l'objet pour reconstituer sa trajectoire. Et grâce à l'effet Doppler, on va pouvoir reconstituer beaucoup plus précisément cette vitesse. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces programmes, dans ce suivi radio des météorites, on a une importante collaboration là aussi avec des amateurs. Alors pourquoi ? La détermination de la vitesse, en fait, c'est ce qui nous donne, cette vitesse qu'on mesure, la vitesse du bolide, c'est ça qui va nous donner la taille du demi-grand axe de l'ellipse, c'est-à-dire la taille de cette ellipse ici. Alors ici, on a la Terre, ici, vous avez le bolide qui passe, et puis ici, vous avez cette vitesse qui varie. Le problème qu'on a, c'est que la vitesse de la Terre, elle est ultra bien connue. Donc, ce qu'on mesure, c'est la vitesse relative du bolide, et toute l'erreur sur la mesure, elle va sur cette vitesse du bolide qu'on détermine, qui est plus petite ou qui est identique à celle de la Terre. Donc, cette erreur, elle est vraiment extrêmement importante. Et si on se trompe de seulement 10% sur notre mesure de vitesse relative, en fait, on va changer le demi-grand axe de l'ellipse, c'est ce que là, vous voyez, je l'ai en jaune, et puis là, je me dis, je prends le vecteur rouge à la place pour déterminer cette vitesse. Le résultat sur le demi-grand axe de l'ellipse, c'est un facteur 8, en fait, de différence en taille. Donc là, vous vous rendez bien compte qu'on est incapable, si on n'a pas une vitesse précise, on est incapable de dire d'où vient l'objet. Donc c'est absolument essentiel pour déterminer la vitesse du météore. Alors, du temps où les gens avaient des caméras fixes, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils avaient donc la caméra qui pose, vous voyez les étoiles qui se déplacent dans le ciel, parce que le champ est ouvert pendant des heures, pendant toute la nuit, et il y avait un volet qui passait devant l'objectif à intervalles réguliers, très rapides, et qui coupait la trajectoire, et ça nous permettait d'avoir une espèce de pointillé, là, et en fonction de la taille de ce pointillé, on pouvait reconstituer une vitesse. C'est comme ça que ça a été fait. C'est pas précis. C'est bien mieux que rien, évidemment, mais ça n'est pas extrêmement précis. Avec l'effet Doppler, on a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus précis. Une chose quand même que je voudrais préciser, il y a un autre réseau de caméras important, ambitieux, qui est en train de se développer à l'heure actuelle. Ce réseau de caméras se développe en Australie, et les collègues ont choisi justement cette option-là. Ils ont choisi d'avoir des caméras fixes, mais en revanche, ce qu'ils ont fait, c'est des appareils photo de très bonne qualité, mais ils ont choisi de développer leur propre volet qui tourne extrêmement vite, beaucoup, beaucoup plus vite, et qui va leur permettre de déterminer une vitesse bien meilleure. À l'heure actuelle, on est en train, c'est pas fait encore, mais on leur a donné une caméra, ils vont nous en donner une dès lors, et on va pouvoir comparer ces résultats et voir finalement si la vitesse est mieux mesurée, si elle est mesurée pareil par eux et par nous, et ça va être vraiment intéressant. Alors comment ça marche ? Il faut s'imaginer que la Terre, elle est courbe, vous êtes un observateur ici, et ici, vous avez une source radar. En fait, c'est un radar de l'armée, le radar Grave qu'on utilise, qui est situé à côté de Dijon. Normalement, avec la courbure de la Terre, vous ne voyez pas le signal émis par le radar, sauf quand il y a un objet qui est dans le ciel, qui va recevoir les ondes émises par le radar et nous les renvoyer ici, et c'est à ce moment-là que nous pouvons les voir. Alors, là, ce qu'il y a derrière le bolide, cette traînée de gaz et de poussière, va effectivement nous renvoyer le signal émis par le radar, mais ça, c'est pas tellement intéressant, parce que cette traînée, elle est statique. Ce qui nous intéresse, c'est la vitesse de cet objet ici. Mais l'objet lui-même aussi va voir le radar et nous renvoyer un signal. Et c'est ce signal-là qui, pour nous, est vraiment intéressant. Et comment ça se passe ? Ici, vous avez le radar Grave, donc, qui est militaire, qui est pour la détection des satellites espions, que nous captons ici. Alors là, pour les tests, c'est un système pas très sophistiqué, mais ça marche. C'est un manche à balai avec une antenne radio au bout. C'est simplement pour que ça soit un petit peu loin du bâtiment. Avec Fripon, c'est quand même un petit peu plus élaboré, mais j'aime beaucoup cette photo fondatrice. C'était les premiers tests. Je trouve qu'elle est rigolote. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit le temps.
et on voit les objets qui apparaissent. Donc on a ici un signal statique qui correspond à la traînée de poussière et de gaz qui est statique derrière l'objet, où il n'y a pas de variation de fréquence. Et puis là, vous voyez un objet avec une fréquence qui varie en fonction du temps. Et c'est par la mesure de cette courbe ici qu'on peut déterminer, grâce à l'effet Doppler, la vitesse de ces objets. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est novateur dans Fripon et dont on attend beaucoup. Enfin, ce n'est pas la seule chose qui est novatrice, hein, mais cet aspect-là est novateur. Ce qui est aussi novateur, c'est la taille du réseau, c'est-à-dire toute la France. Et en plus, le réseau est en train de grandir petit à petit vers l'extérieur de la France, sur les pays limitrophes, en particulier dans le nord de l'Italie, en Belgique, en Autriche, en Hollande. Et on espère, on est en pourparlers avec les Allemands. Vous imaginez que ça va vraiment augmenter beaucoup la surface et donc le nombre de détections. Et puis cette densité aussi, parce que comme les caméras ne coûtent pas très cher, on est capable d'en mettre beaucoup, à peu près les mettre tous les entre 60 et 100 km, ce qui nous permet d'avoir une bonne couverture du ciel. Voilà. Une des choses aussi que je voudrais dire, c'est qu'on va voir les météorites qui tombent, bien sûr, mais on va voir aussi beaucoup d'objets qui n'atteindront pas le sol, toutes ces étoiles filantes. Ça reste intéressant parce qu'on va quand même détermine quand même leurs orbites. Ça nous dit quand même aussi quels sont les objets qui nous alimentent. Et puisque une des questions qu'on se pose, c'est de reconstituer les quantités de matériaux qui tombent à l'heure actuelle sur la Terre, c'est très intéressant. Avec les réseaux qui existaient par le passé, si on essaye de rapporter à la surface de la France le nombre d'objets qui tombent à l'heure actuelle par an, on tombe sur des estimations qui vont de 5 à 25 objets par an. Vous voyez, ça fait quand même un facteur 5, on est extrêmement peu précis. Donc avec Fripon, ça c'est vraiment des chiffres qu'on va être capable de raffiner considérablement. Donc les objectifs du projet Fripon, déterminer où sont tombées les météorites pour pouvoir les retrouver facilement après leur chute, rapidement après leur chute, pardon, pas forcément facilement, vous allez voir après. Permettre leur étude scientifique pour qu'on puisse mieux comprendre le système solaire, déterminer les quantités, plus précisément les quantités qui tombent sur Terre chaque année, et en France en particulier, déterminer mieux comprendre d'où elles viennent, plus précisément quelle famille d'objets en tout cas, et à beaucoup plus long terme, quand on connaîtra mieux quels sont les objets qui nous alimentent et comment les objets se déplacent et comment ils arrivent jusqu'à nous, éventuellement pouvoir mieux évaluer les risques de chute et peut-être pouvoir s'en prémunir. Bon, ça c'est vraiment un but très loin, mais clairement le réseau Fripon va contribuer à cette surveillance du ciel et à une meilleure connaissance des risques qui y sont associés. Alors, et Vigiciel dans tout ça, parce que je vous ai beaucoup parlé de ce qu'est le réseau Fripon, qu'est-ce que c'est que le réseau Vigiciel et quels sont ses objectifs? C'est favoriser l'implication du public à toutes les étapes de ce processus, c'est-à-dire depuis la surveillance des météores jusqu'à la recherche des cratères qui couvrent le ciel de la Terre. Alors l'observation des bolides, l'idée c'est de renforcer le réseau de caméras par des témoignages visuels. Je vous ai montré tout à l'heure ce qui existait sur le site de l'IMO. Maintenant, le site Vigiciel va être ouvert, c'est eux les coupables d'ailleurs qui sont là. Le site Vigiciel va être ouvert très prochainement, à la fin du mois. Il y a un lien direct depuis ce site Vigiciel vers le formulaire de l'IMO sur lequel on peut rapporter son témoignage quand on a vu quelque chose, combien de temps ça a duré, où on était placé, on répond à un certain nombre de questions. C'est assez facile. Donc on peut très facilement, pour les gens qui ont vu quelque chose, c'est quand même assez impressionnant, s'ils savent où ils étaient. Celui du 6 août que je vous ai montré à plusieurs reprises, Asma et moi l'avons toutes les deux vu, on était dans deux voitures différentes, mais comme on était en voiture, on ne savait pas exactement où on était, donc on n'a pas pu témoigner. Mais les gens qui sont fixes, qui savent où ils sont, qui le voient de leur fenêtre par exemple, c'est assez facile après coup de dire, moi j'étais à ma fenêtre, je regardais dans telle direction, je l'ai vu entre le clocher et puis l'arbre qui est sur le bord de la mairie, c'est assez facile à reconstituer après coup et de pouvoir effectivement témoigner. Donc première manière de témoigner, et qui ça s'adresse absolument à tout le monde, tous ceux qui ont vu ce phénomène qui est quand même vraiment émouvant, c'est vraiment spectaculaire, surtout quand le bolide est un petit peu gros. Donc ils ont cette possibilité de témoigner comme ça.
Mais ils ont la possibilité de participer à un programme qui est plus un programme de fond, c'est-à-dire quelque chose où on travaille plus longtemps, et qui est de participer à la surveillance des pluies d'étoiles filantes et de dire quelle est leur intensité, combien j'en ai vu. Ça, c'est quelque chose, on peut participer assez facilement. Ça demande un petit entraînement pour savoir déclarer les étoiles filantes, mais on n'a besoin de rien. Vous pouvez le faire sur le terrain, vous y allez. La personne qui a vraiment lancé ça en France, alors aux États-Unis, les gens sont ultra actifs là-dessus. En France, assez peu. Mais la personne qui a vraiment lancé ça en France, qui est vraiment active, c'est quelqu'un qui est jeune, qui fait ça depuis une quinzaine d'années. Il a à peu près 35 ans maintenant. Il ne fait ça qu'avec un crayon et un papier, rien d'autre. Il va dans le noir, il se pose et il ne fait que de compter. Et déjà ça, c'est vraiment une information qui est extrêmement intéressante. Donc on peut contribuer en comptant les étoiles filantes, et ça fait partie des choses qu'on pourra, sur lesquelles on sera, aiguillé ou aidé en allant sur le site de Vigiciel. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, rechercher les cratères d'impact pour mieux connaître les flux par le passé, recenser les cratères d'impact à la surface de la Terre. Ils sont difficiles à trouver, ils sont difficiles à identifier. Il y a beaucoup de structures circulaires qui pourraient être des cratères qui n'en sont pas forcément. On invite le public, on invitera, c'est pas encore prêt, cette partie du programme n'est pas encore prête, mais on invitera le public à s'attribuer des zones avec des photos aériennes et à regarder, à éplucher ces photos aériennes et à dire celles qui pensent pouvoir éventuellement être des cratères. Et puis après, quand ça aura été regardé par un certain nombre de gens, évidemment, il y a des modérateurs derrière, où les gens qui iront en vacances ou en voyage dans ces endroits-là peuvent éventuellement rapporter des photos des lieux. Et puis quand il y a quelque chose qui apparaît vraiment être important, évidemment, on va rentrer dans une étude plus scientifique de ces objets. Mais à l'heure actuelle, clairement, on ne connaît pas du tout tous les cratères qui sont présents à la surface de la Terre. Bien entendu, donc ça c'est les deux extrêmes, mais l'idée c'est d'impliquer le public dans la recherche et la reconnaissance des météorites sur le terrain. Alors pour ça, on organise des expériences de simulation. Ici, ça se passe à Juvinas, un endroit où il y a une météorite qui est tombée en 1821, avec qui c'est un endroit avec ils veulent vraiment faire quelque chose, un petit musée autour de leur météorite. On a créé avec eux un petit festival qui a lieu chaque année, qui s'appelle les Astronomades, dans lequel il y a des conférences, des ateliers scientifiques pour expliquer ce que sont les météorites. Et lors d'une de ces festivals, à Juvinas même, dans un petit champ juste à la liserée, j'allais dire de la ville, c'est idiot, il y a 84 habitants, donc c'est vraiment tout petit. Dans un champ, là, on avait caché quelques petits météorites, et là, vous voyez les gens qui sont en train de se déplacer avec une corde pour se déplacer à peu près en ligne et qui sont en train de chercher des objets. Alors, c'est bien beau, mais si on veut aller sur le terrain chercher des météorites, apprendre à les chercher, il faut apprendre à les reconnaître. Donc là, on a quelques exemples. Je vous en ai déjà montré un petit peu tout à l'heure. Puis alors là, dans l'exposition, vous avez tous les objets que vous pouvez souhaiter voir. Évidemment, la caractéristique la plus importante, c'est qu'ils sont marqués par leur traversée de l'atmosphère. Ils ont fondu en surface, ils se sont fragmentés, et chaque fragment a fondu en surface, ce qui se manifeste par cette pellicule noire qu'on appelle la croûte de fusion, qui recouvre tout l'objet, mais là où elle est interrompue, là où elle est cassée, on voit que l'intérieur de l'objet est beaucoup plus clair. Et puis comme les objets, comme la météorite, c'est en général cassé dans l'atmosphère, vous avez des formes d'objets cassés, là, avec des angles extrêmement marqués. En même temps, les arêtes sont souvent émoussées parce que ça s'est usé avec la fusion. Donc ça, ces formes, ces couleurs qui sont différentes à l'intérieur, cette fine pellicule noire sur laquelle on voit des traces de fusion, c'est complètement caractéristique. Donc c'est assez facile, en fait. Quand on en a vu beaucoup, qu'on en a manipulé, c'est assez facile de reconnaître une météorite, ce qui fait qu'on a bon espoir que le public peut apprendre à les reconnaître et aller effectivement sur le terrain. Alors, puisqu'il faut qu'ils apprennent, on va leur donner des matériaux pédagogiques. Donc, parmi les choses qu'on a faites dans ce programme Vigiciel, c'est de fabriquer des outils pédagogiques. En particulier, vous voyez ici une série de mallettes qui est pratiquement finalisée, qu'on a déjà commencé à distribuer, mais qui n'est pas tout à fait finalisée. Donc, une mallette pédagogique, c'est 4 valises dans lesquelles il y a des roches pour apprendre à les reconnaître. Ici, on a un jeu avec des vraies météorites, des fausses météorites, et il faut apprendre à les manipuler
et voir lesquels en sont, lesquels n'en sont pas. Sur des arguments, évidemment, il y a des vidéos pour expliquer comment on les reconnaît. Il y a ici des vrais météorites, des roches terrestres, et puis ici du matériau pour aller plus loin dans la reconnaissance des météorites et dans la reconnaissance de leurs propriétés physiques. La possibilité de voir des lames minces à l'œil ou à la loupe avec une boîte à lumière qu'on a développée spécialement pour le projet. Et puis ici, des outils pour mesurer les propriétés physiques des objets et en particulier leurs propriétés magnétiques, parce que tous ceux qui sont allés à l'expo savent que les météorites contiennent très souvent du métal, ce qui leur donne des propriétés magnétiques. Donc on pourrait les reconnaître en mettant un aimant dessus, mais on n'aime pas du tout ça, parce qu'en mettant un aimant dessus, vous perturbez le message magnétique qui est contenu dans l'objet, et si vous détruisez ce message, après, c'est une information qui est perdue. Donc l'idée, c'est qu'il faut éviter de mettre un aimant sur l'objet, et donc dans ces mallettes, il y a un petit détecteur qui permet de mesurer les propriétés magnétiques des objets. Donc non seulement ça vous permet de remplacer un aimant, mais en plus ça vous donne l'intensité du magnétisme, qui est vraiment intéressant, et en plus, cet objet détecte la présence de métal, c'est-à-dire qu'il regarde la conductivité de l'objet, et donc il permet de faire la différence entre un basalte terrestre qui contient de la magnétite, et puis donc des minéraux magnétiques, et puis une météorite. Donc c'est vraiment intéressant. Donc ce petit objet, vous le voyez pas, enfin on voit juste une petite lueur orange là dans le coin. Donc ça a été développé ici spécialement dans le cadre de ce projet. Ça va être utilisé par beaucoup de gens qui travaillent sur ce type d'objet. Et pour ceux qui ont des enfants qui iront aux animations pédagogiques qui sont autour de l'exposition, il y a la possibilité de manipuler ce genre d'objet, de voir comment ça marche. En fait, c'est extrêmement simple. Et donc, il faut que les gens s'habituent à éventuellement pouvoir donc connaître un petit peu mieux ces propriétés physiques des objets. C'est l'usage de ces mallettes. Et puis, ces mallettes sont accompagnées par des produits pédagogiques, en particulier des expositions qui peuvent être prêtées ou être dupliquées. Alors très vite, on s'est avisé que si on voulait former le public donc à la reconnaissance et à l'identification des météorites et aussi à connaître leur intérêt scientifique, parce que évidemment, ça a un intérêt d'aller les chercher sur le terrain si on sait à quoi ça sert de les étudier. On s'est dit qu'on allait développer ces produits et les répartir un petit peu en France. Et pour ça, on s'appuie sur un certain nombre de relais régionaux, locaux, et bien sûr sur des partenaires scientifiques. Donc ici, on a une carte qui sera en ligne, donc quand le site, je l'ai récupéré sur la version de test du site Vigiciel. C'est toi qui l'as fait, Maxence, hein, voilà. Donc on voit en bleu ces pôles régionaux, donc qui sont, je vais vous expliquer un petit peu après ce que c'est. En rouge, des pôles locaux, et puis en jaune, les labos scientifiques. Alors là, évidemment, du côté de Paris, il y a beaucoup d'endroits. Il y a trois pôles scientifiques qui sont impliqués dans le projet. Ici, on a un pôle à Grenoble, et puis ici, on a un pôle à Marseille. C'est vraiment les labos avec lesquels on a travaillé pour développer ce projet Vigiciel. Et puis donc en bleu, ce sont ce qu'on appelle nos pôles régionaux. Ce sont des structures qui ont le plus souvent un rôle dans la médiation scientifique, puisqu'il s'agit de valoriser des mallettes pédagogiques, de les utiliser, il s'agit d'avoir des médiateurs qui savent les utiliser, de les faire itinérer, de les prêter, de vraiment les utiliser. Ce n'est pas le rôle d'un labo scientifique de faire ça. En revanche, il y a des tas de structures donc de médiation scientifique, et en particulier beaucoup de planétariums, parce que vraiment, eux qui ont les yeux tournés vers le ciel, qui voient tomber les objets régulièrement, sont vraiment très intéressés à utiliser ces outils pour pouvoir former leur public. Donc ces pôles régionaux, très souvent des planétariums vont récolter ces mallettes. On en a développé, on est en train de finir de développer 23 séries de ces 4 valises qui vont être donc réparties un petit peu partout en France. On est resté sur la vieille configuration des régions françaises, parce qu'on s'est dit que les nouvelles régions, c'était vraiment trop grand en fait. Parce qu'évidemment, vous comprenez bien que dans un programme comme ça, c'est vraiment important d'avoir, des liens de proximité avec les gens. C'est important que les gens qui portent le projet et qui vont après être les mêmes, qui vont aller voir le public pour éventuellement rentrer chez les gens, pour aller chercher, pour leur demander si on trouvait des météorites, c'est vraiment important d'être répartis de manière régionale et de ne pas avoir des gens partout qui viennent de Paris et puis qui disent voilà, est-ce que vous avez vu quelque chose? Ça ne marchera jamais. L'implication locale, elle est extrêmement importante.
Alors ces relais, il faut qu'on les forme, bien entendu, donc on a d'ores et déjà organisé une formation, donc là vous avez un certain nombre de gens qui sont, enfin ça se passe au labo de minéralogie, là, au muséum, hein. Donc vous voyez les gens en train d'examiner des échantillons, je ne me rappelle plus quelle activité ils étaient en train de faire, probablement apprendre à reconnaître les météorites, si j'en juge par ce qui est dans la main ici, et puis on avait réparti des vrais météorites sur les terrains du muséum qui sont de l'autre côté de la rue Buffon. Et là, ils sont en train de mener une enquête pour essayer de retrouver ces objets. Ils en ont retrouvé un certain nombre. Et puis, des vraies simulations. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette chute de Roanne à plusieurs reprises, hein, à laquelle j'ai même moi-même assisté. Voilà. Et depuis, donc, on a eu une première recherche sur le terrain. Là, vous voyez des gens en train de chercher dans un champ, essayer de voir s'ils vont réussir à trouver une météorite. Ils marchent en ligne. Hein. C'est la même chose que la simulation que je vous montrais tout à l'heure, avec la différence que là, il y a vraiment un objet qui est tombé. Et comment ça s'est passé? Asma et un autre de mes collègues, Sylvain Boulet, sont allés sur place. Ils ont beaucoup discuté avec les gens, en particulier avec notre correspondant local, Éric Bouchez, qui est donc quelqu'un dont le club a une des caméras Fripon. Ils ont commencé à chercher, et ils ont fait un certain nombre. Enfin, Sylvain a fait des interviews, il a fait une intervention à l'école, il a fait une conférence à la mairie le soir. Donc comme ça, tout le monde un peu autour de ce village est au courant de ce qu'il y a eu un objet. Et puis maintenant, finalement, nous, on n'y est pas retourné. C'est les locaux qui continuent à chercher parce qu'eux sont sur place. C'est beaucoup plus facile pour eux de s'organiser. Il n'y a pas tous les problèmes de logistique qui seraient vraiment extrêmement compliqués. Donc c'est eux qui continuent à chercher. Ils ont encore organisé une battue cet été. Et à terme, on espère qu'ils vont trouver quelque chose. Depuis, il y a un autre endroit où on est allé. Asmarie, vous voyez, les fougères étaient plus hautes qu'elle, hein, voilà. Donc on est allé chercher du côté de Chambord au mois de juin. Là aussi, les locaux sont en train de chercher, à ceci près que dans ce lieu-là, la chasse étant ouverte, la propriétaire du terrain leur a demandé de ne pas aller chercher pendant la période où la chasse est ouverte. Mais là, à titre d'info, je trouve ça vraiment intéressant. Quand ils ont refait une battue cet été, avant l'ouverture de la chasse, la propriétaire elle-même est une personne âgée, mais il y a des membres de sa famille qui sont venus accompagner les gens qui cherchaient les météorites. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment un côté sympathique de ce projet. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui peuvent se retrouver impliqués sans avoir du tout de notion avant de ce que sont les météorites ou pourquoi c'est intéressant et tout. C'est assez motivant, finalement, pour eux de pouvoir retrouver ces objets. Voilà. Donc, je m'arrête là. Ça, c'est un petit film. Attends, je vais couper le son. Voilà. C'est un time-lapse qui a été fait lors d'une battue qui a été organisée lors du Festival de Florence. Voilà. Et je prends vos questions. On va peut-être attendre que le film se termine. Non, mais le slow, tu sais, ils peuvent le voir pendant qu'ils posent des questions. Hein, c'est juste une petite animation. D'accord. Merci, Madame Zanda. Oui, j'arrive. Madame, je voudrais vous poser une question un petit peu plus scientifique. Je voudrais savoir si il y a des météorites qui sont tombées dans l'hémisphère sud, parce qu'on ne nous en a pas encore parlé. Et d'autre part, qu'est-ce qu'il en est des explorations dans les montagnes? Toutes les photos, c'est de la plaine ou des choses comme ça. Pourquoi il n'y a rien en montagne? Merci. Alors, dans l'hémisphère sud, bien sûr, hein, il en tombe à peu près partout à la surface de la Terre, peut-être un petit peu plus au niveau de l'équateur que du côté des pôles, hein, mais on en trouve absolument partout. Et en particulier, il y a beaucoup de missions en Antarctique, hein, donc pour le coup dans le pôle sud, pour aller chercher de manière systématique des météorites dans des déserts blancs, parce qu'on a des endroits où vous avez, où il y avait ce qu'on appelait la glace bleue, et des grands champs dans lesquels il n'y avait pas de roches, autres que des météorites, qui en plus étaient concentrés dans des lieux favorables par les mouvements des glaciers. Donc on a beaucoup ramassé les météorites dans ces endroits-là. Je dis il y avait parce que maintenant les champs de glace bleue ont plus ou moins été explorés déjà largement. Et donc j'ai vu là récemment, c'était le 40e anniversaire du programme américain, et il y a eu un certain nombre d'exposés à une conférence à laquelle je participais là au mois de juillet.
Et j'ai eu vraiment une très grande surprise de voir les zones sur lesquelles ils cherchent maintenant, qui sont vraiment des zones couvertes de cailloux. Donc la proportion de météorites là est très élevée, mais il y a beaucoup de cailloux et il faut vraiment avoir l'œil. C'est beaucoup plus difficile que par le passé. Mais voilà, donc pour répondre à votre question, bien sûr, il y a plein de cailloux qui tombent dans l'hémisphère sud. Il y en a partout à la surface du globe. Ensuite, le problème des montagnes, le problème c'est de chercher, c'est la complexité du terrain, c'est comment on fait déjà quand il y a plein de cailloux, et je vous dis en Antarctique c'est plus que c'était, c'est devenu extrêmement difficile. Dans une montagne vous avez plein de cailloux, les terrains sont compliqués, c'est beaucoup plus difficile d'y aller. Et je dois dire d'ailleurs que nous avons vu une chute de météorites, là c'était au mois de mars, c'est ça, à ce moment je me souviens plus, bon non c'était en novembre l'année dernière, un objet qui est tombé dans les Pyrénées. Quand on a regardé la nature du terrain, on s'est dit avant de se lancer quand même parce que c'est quand même gros une opération pour aller chercher sur le terrain, c'est un gros investissement. Bon, puis pour le moment, on est encore en train de développer le projet, on n'est pas forcément non plus aussi disponible qu'on le sera par la suite pour l'animer et le faire vivre. On a renoncé à y aller. Il y a un de nos collègues qui y est allé, quelqu'un qui est un amateur passionné, qui est dans un de nos relais régionaux et qui lui était en vacances dans le coin, il est allé faire un tour, il n'a rien vu. Mais je pense que ça, c'est la difficulté, c'est ça le problème. Merci. Il y a une question tout là-haut. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, est-ce qu'il existe des météorites dont l'angle de pénétration est tellement léger dans l'atmosphère que ça ne fait que traverser l'atmosphère et repartir? Oui. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, en ce qui concerne les très très vieilles météorites qui sont tombées sur Terre il y a des millions d'années, comment vous faites, vous, les professionnels, pour distinguer, si vous ne savez pas où elles sont tombées, distinguer une très vieille roche terrestre d'une vieille roche météoritique qui a été dégradée et dont la couleur s'est transformée à travers les millions d'années? Alors, c'était quoi la première question? Est-ce qu'il y en a qui rentrent et qui sortent? Oui, on voilà. a même un film, en fait. Vous cherchez le Grand Téton, c'est un parc national au Canada. Et il y a un film qui a été fait par quelqu'un qui se baladait, qui était en vacances, un vacancier. Et donc, on le voit assez facilement et vous voyez l'objet qui rentre et puis qui ressort. En fait, il a traversé l'atmosphère, il a tangenté la Terre, il est reparti. Donc oui, c'est possible. Il n'y a aucune raison de pas que c'est vraiment une question d'angle, de masse, de trajectoire, d'angle au départ, voilà. Mais c'est possible. Ça a même été filmé, donc ça existe. Ensuite, votre question. Une fois que l'objet est vraiment très 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 ancien, ça va être comme une arène granitique. Quelque part, il va se détruire. Surtout parce que, comme la plupart des météorites, pas toutes, mais presque toutes contiennent du métal. Ce métal va rouiller, l'eau va circuler aux joints de grains, et quand elle a des millions d'années, franchement, elle se détruit, sauf dans des endroits les plus secs. Donc là où on peut aller chercher, c'est dans les déserts les plus secs, et il y a un petit film qui est présenté dans l'expo là-dessus, où ce sont des collègues qui vont chercher effectivement en Atacama au Chili, et là, ils trouvent, alors là, ça, c'est vraiment une question de coup d'œil, c'est extrêmement difficile, mais bon, on s'habitue, c'est vraiment une question de travail, on reconnaît, elles ont une teinte un peu différente, c'est-à-dire c'est un noir, mais un noir qui tire un peu sur le rouge bordeaux, c'est lié à la rouille qui est présente dans l'objet, donc on peut les identifier, et là on peut mesurer leur temps de résidence à la surface de la Terre, et on a plusieurs dizaines de milliers d'années d'ancienneté des objets. Là je ne peux pas vous dire jusqu'à quel âge ils remontent exactement, mais c'est pas tant que ça, les objets finissent quand même par se détruire. Et quant à celles qui se détruisent, est-ce qu'elles retournent dans la poussière ou simplement... Oui, tout à fait. Oui, c'est des roches. C'est des roches, elles s'usent, ça fait du sol, ça fait de la poussière. Comme un granit va se détruire dans une arène granitique en Bretagne, et puis dans des endroits plus secs, ça fait de la poussière. Oui, complètement. Merci. De toute façon, la Terre est faite de matériaux extraterrestres. Je veux dire, il y a un moment où on dit, bon, maintenant la Terre est construite. Typiquement, on considère que c'est après l'impact qu'a formé la Lune, et après, c'est des roches extraterrestres qui tombent. Mais avant, c'était des bouts de la Terre. Ça a contribué à la formation de la Terre. Donc la limite, elle n'est pas si... c'est nous qui la plaçons, mais elle a un côté arbitraire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, j'arrive. J'ai pas bien entendu.
Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'un bolide au début de votre conférence? Ah oui, ce qu'on appelle un bolide, d'ailleurs c'est un terme qu'on emploie maintenant pour une voiture très très rapide, mais au départ c'est un terme astronomique qui est en fait pour décrire la boule de feu, qui n'est pas du feu, c'est du plasma, hein, c'est ce phénomène lumineux extrêmement brillant qui se produit lors de la traversée de l'atmosphère par un objet qui va très très vite et qui forme ce plasma autour de lui, ce phénomène lumineux, ce que je vous ai montré dans le cas de Chelyabinsk, c'est ça qu'on appelle un bolide. Donc un objet très brillant qui va très vite. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Où ça? Ah, est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? C'est monsieur qui va conclure alors. Bien. Alors attendez. Il y avait d'autres questions. Il y avait d'autres questions. Il y a monsieur là et monsieur là. Alors attendez, le monsieur là-bas était... Ah, c'est vous, pardon. Soyez pas timide. Est-ce que les effets donc, thermiques qui se produisent à la surface, notamment la surface du bolide entrant dans l'atmosphère, dégradent la surface de ce solide et dans ce cas, nous fait perdre une partie de l'information qui pourrait nous intéresser? Alors, en fait, la traversée de l'atmosphère, c'est un phénomène extrêmement bref. Hein, ça dure 30 secondes à peu près. Alors, c'est extrêmement intense, c'est extrêmement brutal. Mais l'intérieur de l'objet n'est pas du tout affecté parce que la chaleur n'a pas le temps de se conduire. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? L'objet fond en surface, le liquide reste derrière. Hein, il se sépare du solide qui continue à s'avancer et continue à s'abraser de plus en plus profondément. Et ce qu'on voit, cette croûte de fusion, c'est le dernier liquide qui est formé. Et l'objet n'est pas chauffé sur plus d'1 millimètre. En fait, il est à des températures à l'intérieur qui sont les températures de l'espace interplanétaire, typiquement moins 100 degrés ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, quand les gens disent qu'ils se sont brûlés en touchant un objet qui est tombé à terre, je sais déjà que le témoignage, soit il y a un problème parce qu'ils ont mal compris, ou alors ils se sont effectivement brûlés mais de froid, parce que l'objet il devient froid tout de suite et il y a des tas de descriptions d'objets qui se couvrent de givre immédiatement, ce qui est complètement logique. En fait, cette pellicule d'1 millimètre, elle refroidit évidemment instantanément. Donc on ne perd pas d'informations sur l'intérieur de l'objet, mais dans cette traversée de l'atmosphère, on peut perdre jusqu'à 100% de la météorite elle-même, et typiquement dans celle qu'on retrouve au sol, à Chelyabinsk, que je vous l'ai dit tout à l'heure, on a retrouvé 1 tonne de matériel à peu près, et on estime à 10 000 tonnes la masse de l'objet. Donc alors là, pour le coup, ça fait quand même... l'essentiel de l'objet a été perdu, et les informations qu'il recelait avec. Hein. Voilà. Merci. Il y a une question de ce côté-là. Moi, je voudrais vous poser 2 questions, mais très brèves. La première question, c'est de savoir si les trajectoires de ces météorites, qu'est-ce qu'il en est par rapport au pôle magnétique? Est-ce que ça influe sur le pôle magnétique influe sur ces trajectoires? De la Terre? Oui. Non. Non. Non, parce que non, ça n'a pas le temps. Et puis, elles ne sont pas si magnétiques que ça, quand même. Non, non. Puis leur vitesse est telle que c'est vraiment... ça se résume vraiment à l'angle d'attaque. Les propriétés physiques de l'objet, c'est-à-dire est-ce qu'il est plus ou moins compact, est-ce qu'il va exploser plus ou moins facilement, et l'attraction terrestre. Et la deuxième question, c'est simplement une question d'information. Là, on dit qu'en Arabie Saoudite, il y a une pierre noire. Est-ce que ça serait une météorite? Ah, oui, à notre connaissance, non. Alors après, on ne peut pas aller faire de la science sur la pierre noire de l'Aqaba. Moi, on a un collègue hein, qui est musulman, qui a fait le pèlerinage à la Mecque et qui dit que ce n'en est pas une. On a pensé que c'était peut-être une tektite. Je ne crois pas qu'on la voit très très bien, même les spécialistes qui sont allés. Donc je ne crois pas qu'on sache. Mais a priori, ça a très peu de chances d'être une météorite. Oui. Je pense que la plupart sont tombés dans la mer, parce qu'il y a plus d'éléments. Oui, bien sûr. Et là, c'est irrécupérable. Ça va... J'ai eu des nodules avec plein de métaux qui venaient de... Ah oui, non, les nodules polymétalliques, c'est vraiment dérivés des basaltes qui se forment, qui viennent des fonds océaniques, hein, au niveau de la ride médio-océanique. Non, effectivement, celles qui tombent très vite, pour le coup, c'est vraiment un milieu qui est quand même assez destructeur, de l'eau salée de surcroît, donc très vite, ça va détruire les objets. Après, je vais en profiter pour raconter quand même une histoire que j'aime bien. C'est un cuirassé japonais qui était sur la mer et qui a reçu une météorite.
Donc ça fait une espèce de trou dans la coque, enfin une bosse, enfin un creux quoi. Et donc quand ils sont arrivés à Tokyo, ils ont pris un bout qui s'était cassé de l'objet à l'occasion de la chute et ils l'ont envoyé au muséum de Tokyo. Et donc la collègue à Tokyo a regardé, a dit oui c'est bien une météorite et tout. Entre-temps le bateau était reparti et il y a quelqu'un qui avait fait le ménage qui dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, et flop, donc c'était repassé dans le port, elle est tombée dans le port de Tokyo en fait. Elle y est restée. Je trouve ça assez amusant parce qu'elle avait quand même choisi de tomber juste sur le bateau au milieu de l'océan et pour finir finalement quand même dans l'eau. Peut-on prévoir la chute des météorites? Alors, météorites, non. Une fois, ça s'est produit, effectivement. Le problème, c'est la surveillance du ciel. C'est-à-dire, vous imaginez quand même toute la voûte céleste, et quand vous voulez regarder les astéroïdes, ils sont minuscules, hein, ils font quelques mètres, il y a quelques centaines de kilomètres, mais la plupart, c'est quand même des objets très très petits, donc il faudrait pouvoir surveiller avec un angle extrêmement fin. Donc, on peut prévoir les trajectoires des astéroïdes, donc ceux qui menacent. C'est pour ça qu'on nous annonce régulièrement, il y a un bolide qui va passer très près de la Terre, etc. Ça, on sait, on est très très bon en mécanique céleste, même, donc on sait très bien, on connaît bien les trajectoires des astéroïdes, et je peux vous dire tout de suite qu'il n'y a pas d'objet de taille kilométrique qui ferait une catastrophe à l'échelle de la planète qui nous menace à l'heure actuelle. Les objets qui sont plus petits, qui font quelques dizaines de mètres, ça, c'est quand même une autre paire de manches, hein. Il y en a énormément, on est loin de les avoir tous recensés, et il est tout à fait possible qu'il y en ait un qui arrive vers nous et qu'on ne le voit pas. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Tcheliabinsk, hein. L'objet, c'est assez amusant parce qu'elle est tombée donc, un jour où on attendait le passage au plus près de la Terre d'un petit astéroïde qui faisait, lui, 40 mètres de diamètre. Et quand Tcheliabinsk est tombé le matin, mais tout le monde était là, mais comment, mais elle est tombée finalement, comment ça se fait, on ne l'attendait pas, etc. En fait, ce n'était pas du tout le même objet, ils n'avaient pas du tout des trajectoires, ils arrivaient, il y en avait un qui arrivait comme ça et l'autre qui arrivait comme ça, hein. Donc c'était évidemment des objets qui n'avaient strictement rien à voir. Donc on ne peut pas prévoir ce genre d'objet. En plus, Tcheliabinsk venait dans la direction du Soleil. Mais il est arrivé une fois que des astronomes amateurs qui surveillaient le ciel aient vu un objet qui se propageait en direction de la Terre. Et donc là, ils ont pu l'observer pendant un jour ou deux. Ils ont pu faire le calcul. Ils ont dit, ça va tomber au Soudan. Et effectivement, il y a eu une chute de météorites au Soudan. Et là, c'est la première fois qu'on avait les informations sur la trajectoire de l'objet, mais aussi sur ses propriétés spectrales, qu'on voyait dans le ciel comme on les regarde avec les télescopes, et qu'on le voyait aussi qu'on le retrouvait l'objet lui-même sur la Terre. Donc ça, c'est la météorite s'appelle la météorite d'Alma-Ata Sita, ça veut dire station 6 ou station 7, hein, c'est le nom de l'endroit le plus proche, hein, qui se trouvait là, c'est le nom d'une gare en fait. Donc elle est tombée au Soudan et l'astéroïde s'appelle 2008 TC3. Voilà. Une deuxième question, n'avez-vous pas peur qu'on altère les météorites en les touchant lors de l'exposition? Excusez-moi, j'entends pas. N'avez-vous pas peur qu'on altère les météorites mises à l'exposition puisqu'on peut les toucher? Ah, alors les objets qui sont mis à disposition, ce n'est pas les plus fragiles et les plus précieux, bien sûr, avec les mains, en particulier l'humidité qu'on a sur les mains, bien sûr, on dépose de l'humidité, ce n'est pas particulièrement bon. Et les météorites qui vraiment scientifiquement ont beaucoup de valeur, on évite de les manipuler comme ça. Nous, on prend des gants et on ne les confie pas au public. Moi, c'est des objets, c'est là qui auront servi comme ça et dont on sait qu'on ne fera pas de science de pointe après dessus. Merci. Est-ce qu'il... Ah. Excusez-moi, je reviens. Je vais d'abord faire ce monsieur. Merci. Oui. Je voulais vous demander quel est le métal le plus lourd qu'on ait trouvé dans les satellites? Dans les satellites? Météores, pardon. Ah, dans les météorites? Oui, n'importe quel. Ah non, pas n'importe. Non, pas n'importe. D'abord, bon, moi, je n'ai pas parlé de ça parce que ce n'est pas le sujet que je devais traiter ici, mais je l'ai quand même dit un tout petit peu. Les météorites sont faites, ça vient des astéroïdes qui sont formés en même temps que la Terre à partir du même matériau, hein. Donc, il n'y a pas dans les météorites d'éléments chimiques qu'on ne trouve pas sur la Terre. Ça, c'est une première chose.
Le métal le plus abondant sur Terre, on ne le voit pas en surface de la Terre, mais c'est parce qu'il est parti au cœur, c'est le noyau de fer et de nickel. Et quand il y a du métal abondant dans les météorites, et qui est le plus dense et le plus intéressant, enfin le plus fréquent, c'est du fer avec du nickel dedans, un petit peu de cobalt. Donc voilà. Après, il y a aussi des micro-pépites, mais quand je dis micro, c'est vraiment micrométrique d'or, de platine, d'éléments du groupe du platine, etc. Mais c'est des quantités complètement infimes, mais c'est présent aussi dans les météorites. Voilà. Merci. Voilà, attendez. Merci madame. Je voulais savoir si, puisque c'est une intensité lumineuse beaucoup plus forte que celle du Soleil... C'est la température, excusez-moi, la température. Typiquement, le Soleil, 5700 Kelvin en surface. La température d'un bolide comme ça, c'est le plasma qui l'entoure, c'est 10 000 jusqu'à 20 000 Kelvin. Mais après, l'objet est plus petit. Il est plus proche de nous aussi, mais il est aussi plus petit. Donc, il n'est pas forcément plus lumineux que le Soleil. Ah, d'accord, mais au moins autant. Ou à peu près. Ça dépend de sa masse et de la distance à laquelle vous êtes quand vous le voyez. Quand vous voyez Tcheliabinsk, vous voyez, ça sature complètement les caméras, c'est plus lumineux que le Soleil à ce moment-là. Voilà, je me demandais justement si pour les yeux, un petit peu comme une obstruction, ça pouvait avoir, comme une éclipse, pouvait avoir une importance. Ah oui, il ne faut pas le regarder, en face. On peut même attraper un coup de météorite, entre guillemets, sauf que c'est très court, hein, mais vous pourriez avoir, comme vous avez des coups de soleil, vous pourriez avoir des coups de météorite. Simplement, le phénomène ne dure que 30 secondes. Donc voilà. Mais il y a des témoignages très intéressants qui ont été publiés dans Ciel et Espace, hein, qui avaient été recueillis par Jean-Luc d'Auvergne au moment de la chute de Tcheliabinsk. Et il y a un gars qui est astronome amateur, et il explique bien qu'il n'a pas regardé. Et quand il a vu passer le bolide, il est allé s'allonger par terre, en fait, parce que c'est ça qu'il faut faire. C'est pas se mettre le nez à la fenêtre en disant « Waouh, c'est intéressant ce truc-là ». C'est pas une bonne idée. Hein. Vaut mieux effectivement se coucher par terre, parce que l'onde de choc arrive une minute et demie après. Voilà. Mais oui, bien sûr, c'est tout aussi, pour vos yeux, c'est tout aussi dangereux que de regarder le soleil en face. Merci. Encore une question là. Oui, rebonjour. Je ne sais pas si ça fait partie de vos compétences professorales, mais est-ce que, au cas où une météorite de quelques dizaines, ou on va dire 50 mètres ou 100 mètres de diamètre, est prévu, est-ce que le gouvernement français a une riposte à faire, ou les Américains À l'heure actuelle, il y a des gens qui effectivement surveillent le ciel en permanence, et pour le moment, ils savent pas ce qu'ils doivent faire s'il doit arriver un truc qui nous tombe dessus, comme la météorite d'Alma-Tacita au Soudan, là, hein, dont je parlais tout à l'heure. Bon, ça, c'était un objet relativement petit, ça n'a pas fait de grosses catastrophes de toute façon. Si on sait qu'il y a un objet vraiment, vraiment important en taille qui menace la Terre, il n'y a pas de programme à l'heure actuelle, ni en France, ni aux États-Unis. En revanche, si on a le temps, c'est-à-dire si on le prévoit, parce que ça, c'est des gros objets, on connaît leur trajectoire, on est excellent en mécanique céleste. Hein. Il faut voir qu'on est allé poser un machin qui faisait 1 mètre sur une comète qui fait 6 km à des millions de kilomètres de la Terre. Donc on est super bon en mécanique céleste. Donc on sait prévoir. S'il y a un objet qui doit effectivement nous impacter et qu'on l'a observé parce qu'il est gros, on sait le prévoir. Si on le prévoit une dizaine d'années d'avance, hein, si on est capable de faire ce calcul-là, alors là, c'est envisageable de effectivement le dévier un tout petit peu de sa course pour qu'il ne vienne pas heurter la Terre. Après, il faut être vraiment prudent, parce que par exemple, les programmes qui envisagent de faire exploser les objets, là où il y en a un, vous allez en avoir 10, ils sont peut-être moins gros, mais sur les 10, vous avez quand même des chances qu'il y en ait un qui vienne vous impacter. Donc ça, c'est pas forcément une bonne idée, c'est une meilleure idée de le dévier, mais là, il ne faut pas rater son coup. Hein, voilà. Mais oui, a priori, c'est pas impossible l'idée parce que à cette distance-là, hein, vu toute la distance que l'objet a à parcourir, il suffit de très peu de choses, de le dévier très très légèrement pour qu'il ne heurte plus la Terre. Et par quelle technique? Vous êtes au courant? Non, j'avoue, probablement une explosion ou quelque chose comme ça, quelque chose qui produise, qui engendre un mouvement. Hein. Mais après, moi, je suis pas effectivement spécialiste de ce genre de choses. Bonjour,
Juste pour rebondir, parce que j'ai lu quelque part qu'on avait des idées pour le repeindre en noir, parce qu'il y a la question de la réflexion de l'effet de, je ne sais pas, par Y à un nom. L'effet Yarkovsky dont je parlais tout à l'heure, l'effet, oui. Pour le dévier alors. Non, c'est possible, c'est possible. C'est peut-être plus simple en fait que de le faire exploser. Mais là aussi, il faut bien maîtriser ce qu'on fait. Oui, c'est peut-être plus simple. Parce qu'en fait, suivant le sens dans lequel il tourne, on peut peut-être le dévier plutôt vers l'extérieur. Ça dépend dans quel sens il tourne par rapport à sa trajectoire, en fait. S'il tourne comme ça ou s'il tourne comme ça change tout. J'ai encore une question, c'est sur la datation des météorites que vous trouvez sur Terre. C'est aussi, vous savez, ça sonne un peu dans ma tête, je ne sais pas exactement, je voulais vous demander les éclaircissements. Il y a la question qu'il y a un rayonnement cosmique et après on peut étudier les isotopes, mais je n'en sais rien, si vous pouvez nous dire quelques mots, merci. Oui, alors, en fait, quand la météorite elle se propage, elle se déplace dans l'espace interplanétaire, elle est effectivement irradiée par les particules cosmiques. Nous, sur Terre, on a la chance d'être protégés de ça. C'est pour ça qu'il y a la vie, parce que les tardigrades résistent, mais la plupart d'entre nous ne résistent pas à des forts taux de radiation. D'ailleurs, pour ça que les missions vers Mars, c'est pas si simple, parce qu'on ne sait pas encore comment protéger les gens dans un vaisseau spatial, à moins de leur mettre un château de plomb qui pèse extrêmement lourd, on ne sait pas les protéger. Donc voilà. Donc quand vous vous déplacez dans l'espace interplanétaire, vous êtes soumis à l'irradiation par des particules cosmiques, des protons, des particules alpha, donc c'est des noyaux d'hélium, éventuellement des particules un peu plus lourdes qui sont très très rapides et qui vont être très pénétrantes et donc dangereuses. Alors quand la météorite elle est irradiée comme ça, ces particules vont induire des réactions à l'intérieur de la météorite, vont casser des noyaux en fait et les transformer en noyaux plus petits. Et on peut mesurer ces noyaux qui sont produits. En fait, parmi eux, il y a des noyaux radioactifs. Donc qui vont se redétruire après. Et il y a un moment, au fur et à mesure que l'objet se balade dans l'espace, il va y avoir ce qu'on appelle un équilibre séculaire, c'est connu en radioactivité, c'est-à-dire ce qui est produit est égal à ce qui est détruit. Donc vous avez un niveau fixe qu'on sait calculer, en fait, qu'on connaît par exemple, d'aluminium 26 à l'intérieur de la météorite produite par irradiation ou de beryllium 10. Donc on a un niveau qui est constant. Et quand la météorite tombe au sol, ces noyaux vont diminuer puisqu'ils vont plus être irradiés par les rayons cosmiques, protégés par l'atmosphère comme nous, et donc ça va diminuer. Et donc on peut remonter en fonction de la quantité actuelle et sachant combien il devait y en avoir au départ dans un échantillon, on peut dire il s'est passé tant de temps. Donc c'est pas d'une précision immense, parce que par exemple c'est difficile de faire la différence entre un corps qui a été irradié longtemps et qui était petit, donc et un corps qui a été irradié moins longtemps et qui a été irradié plus proche de la surface. Donc c'est difficile ce genre de calcul. Néanmoins, on sait calculer quand même une quantité qui devrait être présente dans l'échantillon. On mesure la quantité qui est effectivement présente et là, on peut en déduire un temps de résidence à la surface du sol. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Zanda.